Merci d'être présent, d'avoir un peu raccourci la pause. Donc, vous rappelez, à Montpellier, on avait lancé ce premier concours vidéo avec un autre objectif. C'était plutôt un objectif ludique. C'était un peu pour regarder si ça marchait. On a eu quand même pas mal de films. Et c'était déployer la pharmacie clinique en 3 minutes. Donc, on renouvelle en 2018 ce concours vidéo. Et vous avez vu la partie cahier des charges qui est cette fois-ci différente. Vous avez bien vu, on l'a vu encore ce matin, que le fil rouge de notre congrès, c'était la partie pédagogique. Et ce type de support, on en a parlé aussi, les nouvelles technologies, les vidéos, les illustrations, les retours d'expérience, comme quoi c'est utile. Donc on a mis une autre thématique, il y aura eu 11 candidats finalement qui ont fourni, donc c'est les 11 candidats qu'on va regarder. Il y a 2 prix, il y a le prix du jury, donc je vais vous montrer donc, qui composait le jury, et le prix du public, donc c'est vous. Donc au niveau de votre application, sur la page d'accueil, un peu en bas, vous avez le bouton rouge concours vidéo. Vous sélectionnez la vidéo qui vous plaît, vous la mettez en favori. Nous, on récupère les stats et ça fait la partie prix du public. Toutes les chaînes, toutes les vidéos sont déjà sur YouTube. Donc, on a créé la chaîne SCPC à l'occasion de ce congrès. Pour l'instant, il n'y a que les 11 films que vous allez voir aujourd'hui. On va remettre les films de Montpellier, puis au fur et à mesure, si vous-même, vous avez d'autres vidéos, retour d'expérience, pédagogique et autres, vous nous l'adressez. Il y a une mini-vision du conseil scientifique. L'objectif, c'est que la chaîne, ce soit vraiment aussi votre chaîne à vous, que ce ne soit pas uniquement nos productions, je dirais, institutionnelles SCPC, mais que ce soit vraiment des vidéos du terrain. Donc voilà les films que vous allez voir, classés dans un ordre inverse. Le jury donc, était présidé par Stéphane Honoré, donc président de la CFPC, et on a mis donc à la fois du conseil d'administration, la commission pédagogique, des officinaux, du groupe d'organisation de la groupe communication et aussi donc 2 commissions juniors. Les grilles d'évaluation pour que ça soit tout à fait transparent, donc la voilà. Conformité par rapport au thème, la qualité pédagogique, donc c'était le point majeur puisque c'était le cahier des charges. La partie originalité, capacité d'exploitation pour les autres équipes, justement dans cette vision de partage. La qualité graphisme et le bonus d'avoir fait un effort particulier pour notre concours. Donc voilà le déroulé. On va passer tout de suite donc, à la première vidéo. Donc le principe, vous avez 30 secondes. Un peu expliquer votre projet, comment vous l'avez conçu et pourquoi votre film c'est le meilleur. 30 secondes chrono. Bonjour, donc moi je suis pharmacien à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, donc ça se situe entre Lyon et Grenoble. Alors nous on a 3 internes à la pharmacie et on a voulu répondre au projet, donc le thème c'était l'approche pédagogique de la pharmacie clinique, parce qu'en fait voilà, les internes ils sont là pour se former. Donc on a voulu aborder le thème de la rétrocession, parce que pour nous c'était important, il y avait à la fois le savoir-être et le savoir-faire. Donc ça c'est pour le fond. Voilà pourquoi on a pris la rétrocession, c'est parce qu'en fait vraiment les internes qui arrivent généralement n'ont jamais fait de rétrocession et quand on leur dit aujourd'hui c'est toi qui fais les entretiens pharmaceutiques, il y a toujours une petite angoisse de la part des internes. Sur la forme on a choisi un côté vraiment humoristique et ludique pour les internes, puisqu'on a pris une série bien connue, vous allez la reconnaître. Voilà, donc on a vraiment voulu faire quelque chose un peu sur le thème de l'humour. Mais vous verrez, tout en restant très didactique, en fait, puisqu'on a mis des choses écrites sur le déroulement d'un entretien pharmaceutique. Donc l'interne a plusieurs échecs, vous allez voir, avant de réussir son entretien pharmaceutique en rétrocession. Voilà, c'est comme ça qu'on a voulu, nous, comme on voyait cette vidéo. Notre vidéo, c'est la meilleure parce qu'elle va servir pour nous, pour former les internes à la rétrocession. Et voilà, je pense qu'elle est agréable à regarder, vous nous le direz. On va passer à la première séquence. Bref, il est lundi 9h du matin, je bois tranquillement mon café, le temps que mon mardi salue, quand un chef passe dans le couloir. Bon, c'est la rétrocession ce matin. Je réponds. Ouais, elle est déjà partie. T'as pas décidé, je traverse le couloir. Je croise Fred, elle me dit. Ah, c'est toi qui vas à la rétrocession? Je réponds. Ouais, c'est moi. Elle me répond. Bah, bon courage.
La rétrocession, je n'en ai encore jamais fait. Mais bon, dans mon imaginaire, c'est comme l'officine. Sauf que les malades ne viennent pas chercher leur shampoing sans sulfate, leur comprimé pour le mal de crâne, leur pastille pour la gorge ou encore leur dentifrice, mais plutôt en traitement pour soigner leur VIH ou leur cancer. Bref, aujourd'hui, je vais sauver des vies. Mon premier patient est déjà là. Bonjour madame. Elle me tend son ordonnance. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde, je regarde son ordonnance. Je ne connais pas ce traitement, je stresse. Je vais chercher le traitement dans la rue. J'ouvre en vitesse le rose histoire de récupérer quelques infos. Je retourne voir la patiente, je change la boîte en vie. Voilà, un comprimé par jour au moment du repas. Attendez-moi. Alors, ça fait la peine. Tu lui as bien rappelé le but et l'intérêt de son traitement. Et la posologie. Les modalités de prise. Et les effets indésirables. Tu lui en as parlé? Les précautions à prendre pendant le traitement. Les interactions médicamenteuses. Tu as donc analysé toutes ces prescriptions. Et tu lui as dit quoi faire en cas d'oubli? Bref, première rétrocession, premier échec. Deuxième patient, allez, cette fois c'est la bonne. Bonjour madame, je m'appelle Clément Bermond, je suis interne en pharmacie. Bonjour. Elle me tend son ordonnance. Merci. Parfait, je ne peux pas me louper, ce traitement je le connais mon père. Comme quoi, apprendre ses cours, même la veille de l'examen, ça peut toujours servir. Cette fois, je n'oublie rien. J'explique l'intérêt du traitement. Il y a le simulinfolite chronique en fait une accumulation de vos globules dans votre sang, votre molosseuse et vos ganglions. Ainsi, votre hématologue vous a prescrit un médicament qui empêche cette prolifération. La posologie. 420 mg, soit 3 gélules en une seule prise par jour. Les modalités de prise. Avec un grand verre d'eau à l'heure fixe tous les jours. Il ne faut pas ni ouvrir ni mâcher les gélules. Les interactions médicamenteuses. Un médicament peut interagir avec d'autres médicaments, y compris ceux à base de plantes. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments en automédication ou encore des tisanes ou alimentaires? Ainsi, le pamplemousse et l'orange à mer sont taillés. La conduite à tenir en cas d'oubli de prise. Lors d'un oubli de prise de moins de 24 heures, prenez immédiatement vos gélules. La prochaine prise se fera à l'heure habituelle le lendemain. En aucun cas, vous ne devez doubler les effets indésirables et les conseils de prévention. Le traitement peut donner des nausées. Dans ce cas, il faut plusieurs petits repas légers. Évitez les aliments gras, frits et épicés et buvez plutôt entre les repas. Les signaux d'alerte à connaître. Il faudra penser à prévenir votre médecin en cas de signes infectieux, tels que la toux, les frissons, la fièvre, en cas d'apparition de saignements de nez, de sel de mort, ou bien de prise de poids rapide. Bref, j'ai pensé à tout. Qu'est-ce que tu as dispensé? J'ai répondu clairement. De l'Imbolica. Et là, j'ai su qu'il y avait un problème. Et bon, la Mobica n'est plus rétrocédable. Les patients doivent aller le chercher en ville maintenant. On ne pourra pas le facturer auprès de la Sécu. Alors j'ai couru pour récupérer la boîte à cette nuit. Du coup, j'ai compris qu'en plus du vide de toutes les bases de données disponibles sur les différents traitements de rétrocession, il allait aussi falloir que je conteste les avis et décisions de la HAS, de l'ANSM, de l'assurance maladie, du ministère de la Santé et de la DGS. Bref, c'est pas encore les mêmes. Une nouvelle rétrocession. Bonjour monsieur, bonjour. Il est temps pour moi d'appliquer tout ce que j'ai appris et de rattraper mes deux derniers échecs. Ça commence mal, 2 prises par jour au lieu d'une. Je vais devoir appeler votre médecin pour confirmer la posologie. Oui, allô docteur? C'est bon, c'est réglé, c'est donc bien un comprimé par jour à l'heure fixe. Ouais, ça change pas, je le prenais déjà le soir. Du coup, c'est pratique, enfin, dans mon autre traitement. Comment ça? Oui, c'est un médicament pour l'estomac que mon généraliste m'a prescrit. Mais je me souviens plus du nom. Vous savez, c'est une petite pilule ovale, jaune pâle, vous voyez de quel médicament je parle? Là, j'avais envie de lui dire. Bien sûr, c'est bien connu, on passe 9 ans à la faculté à étudier la couleur des gélules, l'odeur des pommades et le goût des sirops. En fait, j'ai répondu. Je crois que je vais appeler votre pharmacie d'officine. Oui, bonjour madame. Apparemment, vous prenez du oméprazole Ah le oui, c'est soir. ça, oui. C'est embêtant, ce médicament, il interagit avec l'Epclusa. Je vous conseille donc de le prendre plutôt le matin. D'accord. Et sinon, suivez l'Epclusa, comment vous tolérez le traitement? Problème géré. J'enchaîne avec les conseils et je lui délivre son traitement. Voilà pour vous, monsieur. Merci. Vous avez d'autres questions? Non, c'est tout bon. Eh bien, très bien. Bonne journée. Merci, au revoir. Bref, je suis un super interne. Vous verrez, ça sera dur de choisir au fur et à mesure. Le niveau est toujours excellent. On passe la parole pour Cannes. Oui, bonjour à tous. Donc Cyril Borona, pharmacien à l'hôpital de Cannes. Donc on va vous présenter une vidéo sur ce qu'on on appelle le projet EPAT, un acronyme pour dire accompagner et informer le patient sur sa prise en charge médicamenteuse tout au long de son parcours.
Donc ce projet qui court depuis maintenant déjà 3 ans a la particularité d'avoir été co-construit avec les associations de patients et leurs représentants au sein de l'ensemble des associations de patients de l'espace des usagers de l'hôpital de Cannes, qui ont été sollicités dès le départ et qui ont participé à l'élaboration des outils que vous verrez et qui sont utilisés dans le cadre de ce projet. Et donc grâce à ça, on a obtenu la labellisation droit des usagers par l'ARS PACA, et également le premier prix du concours CHAM de la prévention et de la sécurité des patients en 2017. Voilà, donc simplement pour remercier l'ensemble des collègues pharmaciens, les internes, les assistants qui tous les jours font quasi quotidiennement ces entretiens pharmaceutiques au sein de notre établissement. Et donc simplement pour rassurer ceux qui étaient là il y a 2 ans, on a arrêté la drogue, on a arrêté toutes les substances illicites. Et donc vous pouvez nous faire confiance pour cette vidéo. On va tout de suite passer à la deuxième séquence. Le centre hospitalier de Cannes est un établissement qui accueille des patients dans à peu près toutes les disciplines de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de santé mentale, adultes et enfants, et également de SSR, et qui accueille en hébergement des personnes âgées, qu'elles soient dépendantes ou pas. On a 870 lits, à peu près 2000 salariés, on accueille environ 200 000 personnes en consultation chaque année, et on réalise à peu près 9000 interventions chirurgicales par an, dont la moitié en chirurgie ambulatoire. Alors le projet EHPAD, qui a accompagné et informé le patient tout au long de son parcours de soins, est un projet qui est initialement une réponse à une problématique institutionnelle, à savoir répondre à l'information du patient sur ses thérapeutiques. Donc dans cette démarche, l'établissement et la pharmacie a décidé de monter un groupe de travail pluridisciplinaire. Donc il y avait des médecins, des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie, des infirmières, mais également beaucoup de représentants des usagers et des associations de patients. Il a semblé primordial que le patient soit fortement associé à cette maîtrise de la qualité et de la sécurité. C'est ce qui a donné naissance à ce projet. Les usagers ont retenu une stratégie bien précise qui a été de réaliser des entretiens pharmaceutiques à la sortie du patient et de proposer un plan de prise personnalisé qui permettra d'aider le patient à mieux comprendre son traitement. Lorsque nous avons mis au point EHPAD, nous avons créé un jeu de cartes pour faciliter la mémorisation des indications par le patient, avec des thèmes colorés en fonction des pathologies. Par exemple, en rouge, c'est la cardiologie, en orange, la rhumatologie, en vert, la gastrologie, etc. En tant que pharmacien, maintenant, on devient aussi pharmacien clinicien, donc avec les entretiens EHPAD, ça nous permet de monter directement dans le service pour avoir vraiment une réelle collaboration avec les médecins, mais également les infirmières et surtout avec les patients. Le pharmacien vient jusqu'au lit du patient pour pouvoir lui expliquer ses traitements. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Vanessa, je suis pharmacien ici à l'hôpital et donc on va vous proposer, vu que vous sortez aujourd'hui, de faire un point sur vos traitements. Ça permet de faire le lien entre la ville et l'hôpital. En pensant aux 2 dernières semaines, y a-t-il eu des jours où vous n'avez pas pris vos médicaments? Oui, un week-end. D'accord. Le but, c'est que nous allons voir à quoi servent chacun de ces médicaments et comment on les prend. L'objectif ici, c'était d'améliorer la connaissance du traitement par le patient, avec l'objectif secondaire d'améliorer l'observance thérapeutique et d'assurer la sécurité et le bon usage des médicaments qui sont administrés et prescrits. En gros, 92% des patients ont spécifié que l'entretien leur avait été ou utile ou indispensable. Ils ont à quasi l'unanimité reconnu avoir appris et acquis des connaissances sur leur traitement et aussi sur leur maladie, et que l'outil qui leur avait été remis et l'entretien leur serait utile au moment de leur retour à domicile. Et puis le fait d'avoir été retenu au prix CHAM va nous permettre également de mettre à disposition les outils que nous utilisons pour d'autres établissements, aussi bien les établissements de notre groupement hospitalier de territoire, voire au-delà, les établissements qui souhaiteraient s'investir dans cette démarche. Et nous incitons tous les pharmaciens à se rapprocher du patient et rentrer dans ces dispositifs d'entretien pharmaceutique.
Une fois le patient sorti, après l'entretien, le document qui lui est remis, donc l'outil principal du projet EPAT, est à disposition des autres professionnels de santé qui permet de créer un lien entre les différents professionnels et le patient. Cette coordination entre professionnels de santé, que ce soit les médecins, les pharmaciens d'établissement, crée un réseau autour du patient qui lui permet évidemment d'être sécurisé dans sa prise en charge et de limiter la toxicité des traitements, mais également favoriser leur efficacité. Et à côté de ça, on propose également, dans le cadre d'un second projet qui est porté par l'établissement, qui s'appelle Médicaments Infoservice, une plateforme téléphonique qui permet aux patients de rappeler et d'avoir à disposition un pharmacien qui est formé à l'écoute des patients, qui est en général le même qui a réalisé l'entretien au sein de l'hospitalisation et auquel le patient peut lui reposer toutes les questions pratiques qu'il aura sur la prise en charge de ces traitements. Le projet PAT a été labellisé par l'ARS PACA dans le droit des usagers pour valoriser justement ce lien que nous avons entre le pharmacien et le patient. Une sécurité importante pour la suite de la prise en charge. Et nous en sommes très fiers. On va passer à la troisième équipe, donc c'est moi qui vais la présenter de manière tout à fait impartiale. Donc c'est une vidéo qui porte sur la partie simulation. L'objectif de cette vidéo pour nous, c'était de montrer finalement cette approche pédagogique et ensuite que cette séquence peut être utilisée au niveau de différentes équipes. Au début, je veux dire, je ne connais pas la simulation, je regarde le film et je connais un peu les grandes bases. C'est un peu en complément des ateliers qu'on a fait hier avec l'ensemble de l'équipe. C'est un travail qui est collectif, puisqu'en fait il a été élaboré avec la Fondation Foch, les hôpitaux de Genève, Lille et Nice. Donc il faut voter pour nous, comme ça vous ferez 4 heureux, c'est co-efficace. On passe tout de suite à la séquence. Merci. La simulation en santé est une approche pédagogique où on va utiliser du matériel ou de la réalité virtuelle ou des patients standardisés dans des situations le plus proches possible de la réalité pour enseigner des procédures, mais surtout des situations cliniques et savoir prendre des prises de décision seules ou en équipe. Les premiers mannequins datent du 18e. Maintenant, bien sûr, ils sont beaucoup plus modernes, dits haute fidélité, bourrés d'électronique et capables de quasiment tout faire. On peut aussi utiliser tout simplement des jeux de rôle avec des patients ou des professionnels jouant le rôle de patient. Plus technologique, la simulation englobe également tout ce qui est serious game, dit jeu sérieux, mais aussi maintenant la réalité virtuelle. En fait, l'essentiel n'est pas dans la technologie, mais bien dans l'implication finalement de l'apprenant. En fait, on a largement montré dans la littérature que plus l'apprenant va s'impliquer, plus il va pouvoir donc retenir et s'approprier les démarches, et ce, de manière pérenne. La simulation a deux grands intérêts, plusieurs, mais en tout cas deux. C'est vraiment s'entraîner en situation réelle, donc se rapprocher le plus proche de la réalité, tout en le faisant en dehors de la zone de production, c'est-à-dire sans risque. La maxime, c'est jamais la première fois sur le patient. Le deuxième intérêt, c'est tout ce qui est travail en équipe. Et là, par contre, la simulation peut stimuler finalement certaines situations pour voir comment l'équipe réagit, retravailler ensemble et peut-être revoir sur l'organisation, sur les relations les uns avec les autres. C'est un geste technique, je vais d'abord l'apprendre avant de le réaliser, de réaliser une vraie pause de chimiothérapie par exemple. Et de pouvoir répéter, tant qu'on n'a pas atteint un niveau de compétence, le répéter, donc on est vraiment dans une zone d'entraînement, donc c'est toujours une vision quand même positive et non pas sanctionnante. La simulation est intéressante pour tester des situations très rares où un entraînement dans la vie réelle est quasiment impossible. Ici, un exemple de bruit de flacon avec un préparateur complice, le seul qui connaisse le scénario. Ce test va nous permettre d'évaluer finalement la procédure en elle-même, est-ce qu'elle est adaptée, et la connaissance par le personnel de cette procédure. On peut utiliser différentes techniques d'enregistrement vidéo, classiques, voire lunettes caméra.
Nicolas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me régler ce dossier là? Parce que la patiente, elle vient trop tôt et elle veut son traitement absolument. Et donc, elle est hyper pressée. Une validation d'abord parce que là, j'ai un bilan qui n'est pas très bon pour ces patients. Oui, mais là, elle est hyper en colère. Elle a attendu dans la salle d'attente, elle doit aller chercher ses enfants et elle veut rien savoir. Donc, si tu peux t'occuper du dossier, s'il te plaît. La simulation est bien sûr tout à fait adaptée pour s'entraîner aux différents actes de pharmacie clinique. Madame. Bonjour. Merci. Comment ça se fait que vous revenez aujourd'hui? J'avais déjà rendez-vous en dermatologue. Oui. Je viens de Menton, j'ai besoin de médicaments, j'en profite. On travaille également sur l'éducation thérapeutique et actuellement également sur la préparation à la vente au public. Donc on va former à la fois le préparateur ou le pharmacien à comment bien analyser l'ordonnance, mais aussi comment bien parler au patient, expliquer le traitement. L'objectif, c'est vraiment de le mettre en situation. En plus, si possible, donc, quelqu'un qui va jouer le rôle du patient. Idéalement, c'est des acteurs. Oui, je comprends bien. On vous a expliqué, madame, qu'il faut respecter les délais. Hein. Les scénarios de simulation peuvent se dérouler directement dans les services. On appelle ça in situ, mais le plus souvent se réalisent dans des centres dédiés, des centres de simulation, souvent pluriprofessionnels, comme à Lille, Genève ou ici à Fon. À l'hôpital Foch, nous utilisons la simulation pour la formation, l'entraînement et l'évaluation de notre personnel pharmaceutique. En effet, le centre de simulation est doté d'une salle de préparation des cytotoxiques haute fidélité. Ces locaux, organisés en plusieurs salles et équipés d'un isolateur rigide en surpression, permettent de simuler une zone à atmosphère contrôlée particulièrement réaliste. Ils permettent non seulement l'analyse des pratiques de notre personnel en termes d'hygiène, de sécurité et de manipulation, mais également la mise en scène de différents scénarios, tels que des incidents rares mais graves, comme les incidents d'exposition aux cytotoxiques, les pannes d'équipement, les interruptions de tâches. Ces simulations en équipe servent notamment à travailler sur les compétences non techniques, telles que la communication, la répartition des tâches. Une salle d'observation dotée d'une vitre sans teint et équipée d'un système audiovisuel adapté permet aux formateurs d'analyser le déroulement de l'exercice tout en ne perturbant pas l'immersion des apprenants dans la situation. Ces différents exercices sont suivis d'un débriefing permettant de revenir sur les actions réalisées, mais également d'identifier les axes d'amélioration de la pratique professionnelle. Désormais, des nouvelles approches en simulation, par exemple des coachs, avec des jeux de rôle via smartphone, par exemple, pour vivre la vie de patients chroniques. Vous connaissez tous la chambre des erreurs de manière classique, en reconstitution. Voici un exemple promu par la DIF. On utilise la réalité virtuelle, ou aussi 360 degrés. On va pouvoir se déplacer, mais aussi donc, consulter avec des objets interactifs. Et désormais également apporter une vision ludique, comme l'escape game ou l'escape room, comme ici l'exemple à Genève en chimiothérapie, ou un autre exemple sous forme de chambre des erreurs, escape game, que nous avons réalisé un peu plus récemment. On débute parfaitement en repérant une erreur importante sur la date de naissance de la patiente. Quelle patiente, c'est 1941. Tout à fait. Il y a une erreur. On m'a demandé de vous donner cette enveloppe. Un code est récupéré, le verrou saute et l'aventure continue. Cet exercice est chronométré 10 minutes pour atteindre l'objectif. Le patient présente un trouble du rythme. Pour avoir le code, calculer le volume nécessaire à prélever. 6,3 ml, code 111, 7,3 ml, code 222, 8,3 ml, code 333. Dans une autre pièce, ce système vidéo a été relié à la chambre des erreurs. Il permet de suivre en direct la séquence de Romain et Aïcha.
Élaborer une séance de simulation nécessite de respecter une méthodologie très rigoureuse, bien définie par l'HAS, avec 4 étapes: le briefing, le déroulement du scénario, l'étape majeure qui est le débriefing, suivi de l'évaluation de la séance. Suite à notre séance de simulation de cet après-midi sur les bris de flacons, on va revenir ensemble sur la séquence via le débriefing. Sur cette séquence, je voulais revenir avec vous par rapport à Sandy qui vient porter secours à Romain. On voit qu'elle va faire plusieurs allers-retours entre la paillasse où il y a eu bris de flacon. On voit que Sandy réagit très rapidement au moment du bruit de flacon initial. À la fin de la séance, il faut ensuite l'évaluer, mais également donc évaluer l'apport concret des connaissances acquises. 4 niveaux sur l'échelle la plus utilisée, l'échelle de Kirkpatrick, où on va regarder à la fois bien sûr la satisfaction des participants, mais plus intéressant donc les connaissances en termes d'apprentissage, et enfin surtout le transfert dans la vie réelle des nouvelles connaissances et compétences. Afin d'aider les professionnels, la SFPC va mettre très prochainement un guide pour faciliter l'utilisation de la simulation pour l'ensemble de la profession. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you come. Merci pour tout le monde. On va passer tout de suite à nos amis grenoblois. Bonjour, Sébastien Chanoine du CHU de Grenoble, et du coup on va vous présenter notre vidéo et quelques éléments de contexte. Donc dès qu'il y a eu l'apparition du concours, il y a eu un dynamisme au sein de notre pôle pour se dire on va faire une vidéo pour répondre à ce concours. Et du coup on a tout de suite eu l'idée du parcours de soins du patient en montrant toutes les différentes activités de pharmacie clinique tout au long de son parcours. Et après est venue la réflexion, mais comment est-ce qu'on va présenter de manière pédagogique la pharmacie clinique ? Et on s'est dit naturellement que le meilleur pédagogue, ça serait le patient. C'est pourquoi cette vidéo-là est tournée sous le regard du patient avec ses impressions et ses sentiments. Et après, pourquoi cette vidéo est la meilleure ? Parce que on avait la meilleure équipe à Grenoble, que je remercie là-haut d'ailleurs, qui se sont beaucoup investis dans cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse découvrir notre vidéo. On passe à la 4e séquence. Bonjour, je viens prendre mes traitements après l'hospitalisation. J'ai rencontré une personne en particulier et on va pouvoir en discuter. Que vous étiez arrivé ? Il y a une externe qui est venue dès mon arrivée dans le service. Elle m'a dit qu'elle faisait un entretien avec tous les nouveaux patients pour obtenir des informations sur leur traitement. Elle m'a demandé tous les médicaments que je prenais à la maison. Elle m'a même parlé des vaccins, des plantes, de l'homéopathie, je crois aussi. Donc elle était vraiment à mon écoute. Et puis quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle faisait tout ça, elle m'a répondu qu'elle transmettrait toutes ces informations au médecin pour bien me soigner. J'étais vraiment rassuré après l'avoir vue. J'ai rencontré une personne en particulier. Je n'ai pas réussi à connaître tous les traitements du patient. Il faudra qu'on lui demande. Concernant la fonction rénale, c'est vraiment dégradé pendant la chimio. Ok, il faudra que je vois avec lui pour adapter ses traitements à sa fonction rénale. Moi, il faut que je lui demande si je peux passer les traitements sur la sonde de gastro. Moi, j'ai fait ça avec Kinérespi, il faudra qu'il vérifie si c'est bien prendre ses sprays. Bonjour monsieur. Il est venu me voir et m'a dit qu'il surveillerait pendant mon séjour les médicaments qui m'étaient donnés, pour s'assurer notamment qu'il n'y ait pas de problème. En plus, j'ai vu qu'il était présent dans le service et intégré à toute l'équipe, je le voyais tous les jours. On m'a dit que je devrais prendre des sprays pour mes problèmes respiratoires, mais je ne savais pas comment les utiliser, moi. Il a pris le temps de venir me voir à plusieurs reprises pour m'expliquer comment les utiliser, mais il m'a pas juste expliqué comment il fallait les faire, j'ai dû lui faire une démonstration quand même. J'avais tout compris, j'étais hyper content. Mon traitement a tellement changé au cours de l'hospitalisation, j'étais vraiment perdu avec tout ça. Mais avant ma sortie de l'hôpital, il est à nouveau venu me voir pour tout m'expliquer. On a pu voir ensemble tous mes traitements, à quoi ils servaient. C'était une nouvelle fois vraiment rassurant. Il m'a même remis un plan de prise pour m'aider à la maison. Et puis vous savez, j'ai même dû aller à la pharmacie de l'hôpital pour récupérer un de mes traitements. Mais moi je savais pas qu'on pouvait récupérer des traitements à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'était un traitement spécifique. Quand je suis arrivé à la pharmacie de l'hôpital, la pharmacienne a pris ma carte vitale, elle m'a demandé si j'avais un dossier pharmaceutique. Une nouvelle fois, je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a expliqué, et du coup j'en ai ouvert un. Vous pouvez même le voir ici, elle m'a dit. Puis quand elle m'a donné les médicaments, elle m'a bien tout réexpliqué.
Et puis on a dû vous transmettre un document. Oui, j'ai reçu votre synthèse pharmaceutique. Votre pharmacien, vous avez sans doute rencontré à l'hôpital. On m'a envoyé ce document. Et puis je voulais vous dire aussi, j'ai un peu de mal à dormir ces derniers temps. J'aurais voulu prendre du millepertuis, on en a parlé. Vous en pensez quoi? Ah, alors le millepertuis, je pense que ça ne sera pas indiqué dans votre cas, du fait qu'il y ait des interactions médicamenteuses avec cette plante. Donc je pense qu'on pourra discuter d'une alternative. D'accord. Je vous donne, j'ai aussi une ordonnance pour un vaccin contre la grippe. Ouais, très bien. Vous pouvez me le donner aussi? Oui, alors je peux vous le donner et je peux même vous proposer de vous vacciner. Est-ce que vous avez déjà été vacciné les années précédentes? Oui. Ok. Alors nous avons reçu une formation et on peut, si vous le souhaitez, dans le cadre d'une étude, vous faire la vaccination à l'officine. Bah oui, tout à fait. Ok, alors suivez-moi. Ça marche. Vous faites bien de venir, monsieur. Winter is coming. Super, merci. Et une dernière chose, je suis assez inquiet parce que dans 15 jours, je vais aller en centre de réhabilitation, notamment pour le suivi des informations. Ça va se passer comment? Alors surtout, vous inquiétez pas, monsieur. Le centre dont vous m'avez parlé fait partie du groupement hospitalier de territoire. Donc toutes les informations vont suivre et notamment votre plan pharmaceutique personnalisé. D'accord, merci. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Et ma chérie, tu saurais pas où est le prise que m'a donné le pharmacien? Si, il est dans le pilier qu'il t'a donné. Ah, merci. La pharmacie clinique, c'est systématique. Donc une vision très complète du parcours et on va passer tout de suite à la 5e séquence avec Henri Mondor. Bonjour. Ça marche. Donc je suis pharmacien en fait au centre hospitalier d'Émile Roux dans le groupe Henri Mondor. Donc pourquoi notre vidéo est la meilleure? Je pense que déjà c'est parce qu'en fait on l'a réalisée pas seulement au sein de la pharmacie. Vous verrez qu'on l'a réalisé avec toute l'équipe des gériatres qui était enchantée de cette démarche parce que c'est un projet qu'on développe en ce moment avec eux, également avec les préparateurs, avec l'équipe de rééducation. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de pluridisciplinaire qui nous a demandé un investissement de temps assez conséquent puisqu'en plus avec ma collègue quand on l'a réalisé c'était un moment où on était que vraiment en sous-effectif, donc on s'est vraiment donné à fond. Donc voilà. Merci beaucoup, on va passer à la 5e séquence. Pendant et à la suite de son hospitalisation, les patients rencontrent plusieurs professionnels de santé et reçoivent de nombreux messages. Chaque mois, 155 patients sortent de l'hôpital pour rentrer à domicile, avec en moyenne 9,7 médicaments. Comment vous voulez faire pour prendre tout ça? C'est vrai ça, Vanida? Comment elle va faire chez elle? Tu veux bien m'aider à lui apprendre à gérer son traitement? Mais oui, Marion, je vais t'expliquer comment tu peux t'améliorer en 4 étapes. Tout d'abord, travaille avec les autres professionnels de santé pour pouvoir réaliser une analyse pharmaceutique de qualité, puis une conciliation médicamenteuse de sortie. Surtout, n'oublie pas d'associer les préparateurs en pharmacie pour pouvoir optimiser ton activité. Mais attention, le plus important, collabore aussi avec le patient. Comme ça, tu pourras faire un entretien pharmaceutique ciblé, puis construire avec lui son plan de prise. Tu peux échanger avec les autres professionnels de santé en réunion de concertation pluridisciplinaire ou à la visite de service. Comme ça, vous pourrez cibler ensemble les patients qui rentrent à la maison sans aide. Oui, tout à fait, Vanida. D'ailleurs, j'y vais tout de suite. Tuberculose ancienne. En fait, ce scan... Ça vaudrait le coup quand même alors de faire une radio parce que juste... Allô Marion?
Bonjour, c'est Alicia, la secrétaire en gériatrie. Je t'appelais juste pour te dire que Madame Contente sort après-demain. Ok, merci, bonne journée, au revoir. Maintenant, Marion, tu vas devoir faire une conciliation médicamenteuse de sortie. Comment peux-tu la faire? Tout simplement, premier élément très important, rédige une fiche de conciliation médicamenteuse de sortie. Alors tu vas me dire, mais oui, mais il y a plein de cases à remplir. Comment je fais, Vanida? Très simple, Marion. D'abord, travaille avec les autres professionnels de santé, en particulier le médecin hospitalier, qui aura probablement déjà rédigé son ordonnance de sortie. Regarde aussi tous les médicaments qui ont été prescrits à ton patient pendant son hospitalisation. Évidemment, comme tu es très forte, tu as réalisé le bilan médicamenteux d'entrée. Appuie-toi là-dessus. Et puis surtout, n'oublie pas ta patiente préférée. Bien sûr, on ne sait jamais, elle peut avoir d'autres informations à te communiquer. Ensuite, pour compléter ta fiche, il va falloir que tu fasses correspondre une indication pour chaque médicament. Une fois que tu as rédigé cette fiche, il va falloir la transmettre au professionnel qui s'occupe du patient, je te rappelle, le médecin et le pharmacien d'officine. Attention, ce transfert doit toujours être sécurisé. Oui, bien sûr, je viens de faire son ordonnance de sortie et j'ai re-switché en fait par de l'isoméprazole 40. Ah, super. Donc ça posera pas de problème. Ok. Par contre, toi, sur l'ordonnance que tu as mis CNO, c'est peut-être pas très compréhensible par la patiente. Ah, elle comprend pas CNO. Bah non, ça peut nous paraître évident à nous soignants, mais c'est vrai que pour elle, les abréviations, c'est pas très clair. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis pharmacien à l'hôpital. Je peux Oui. vous demander 5 minutes? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous parler un petit peu de vos médicaments. Oui. Mais Vanida, je sais pas du tout comment on parle à un patient. Tu fais bien de me poser la question, Marion. Mais rassure-toi, je vais pouvoir t'aider à mener un entretien pharmaceutique de qualité. Alors, comment faire? Tout d'abord, prends rendez-vous avec le patient. Bien sûr, tu ne peux pas arriver à l'improviste. Il ne comprendrait pas. Ensuite, n'oublie pas de poser le cadre de l'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, tu te présentes. Ensuite, tu réexpliques l'objectif de ce rendez-vous. Puis, tu dis bien au patient combien de temps ça va durer. Enfin, n'oublie pas de faire participer de manière très active le patient. Il ne faut pas que tu sois la seule à parler. Ça, c'est vraiment important. N'utilise pas des termes médicaux. Les patients risquent de ne pas comprendre. Et enfin, dis-leur bien de reformuler un maximum ce que toi tu as dit. Comme ça, tu peux vérifier leur compréhension. À la fin, n'oublie surtout pas de faire une synthèse ou encore mieux, tu demandes aux patients de la faire. Et puis, tu évalues leur satisfaction. Et voilà Marion, à toi de jouer. Donc c'est pour l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire qu'on vous a découvert à l'hospitalisation. Donc vous allez apprendre une le soir. Ensuite, on a diminué la posologie du ramipril, donc vous étiez un petit peu surdosé. Donc ça c'est pour l'insuffisance cardiaque. Elle fait des trucs un petit peu bizarres. Je me demande si mon message est compréhensible. Comment faire pour que la patiente participe activement et que tous mes messages soient bien compréhensibles? Pour t'assurer que ta patiente puisse prendre ses médicaments correctement à la maison, aide-la à construire un plan de prise. Comment faire? Tout d'abord, bien sûr, quand tu vas la voir, rappelle-lui l'objectif de ce rendez-vous. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'elle rédige elle-même son plan de prise. Bien sûr, si elle a des difficultés à écrire, tu peux écrire à sa place, mais c'est elle qui doit te dicter exactement ce qu'elle veut. Demande-lui à quel moment elle préfère prendre ses médicaments. Tu es sûr comme ça qu'elle sera plus observante. Enfin, pour vérifier sa compréhension, fais une simulation de l'utilisation du plan de prise avec les boîtes de médicaments. Et bien sûr, n'oublie jamais de demander à la patiente si elle a d'autres questions. J'ai l'impression d'avoir aidé Madame Contente. Mais comment savoir ce qu'elle en a pensé? Le mieux, c'est lui demander son avis. Et surtout, n'oublie pas de faire un retour de cet entretien au médecin du service et de lui faire valider ta fiche de conciliation médicamenteuse de sortie. Pour finir, transmets les modifications de traitement et le déroulement de l'entretien pharmaceutique ciblé aux professionnels de santé qui entourent le patient, c'est-à-dire son médecin traitant et son pharmacien d'officine, bien sûr. Allez, rejoins-moi Marie, on va débriefer.
Donc si vous voyez traîner un camion blanc à côté du Palais des Congrès, c'est le leur. C'est un concours international, on va passer donc la parole à Genève. Alors bonjour, je suis ravie d'être là, je suis Audrey Flannoy, je suis pharmacienne aux hôpitaux universitaires de Genève et je partage mon temps entre une activité de routine dans le secteur de l'assistance pharmaceutique et je suis également doctorante en fait dans les nouvelles méthodes d'enseignement en pharmacie hospitalière. Donc ce concours évidemment m'a beaucoup intéressée parce que je pense que le format vidéo est un format très puissant en formation. Et puis par ailleurs, je voulais montrer un des domaines d'activité dans lequel on travaille beaucoup, qui sont les incompatibilités médicamenteuses. Le but aussi, c'était de montrer qu'on peut faire un film plutôt pas mal fait, avec peu de moyens, et ça c'est rare en Suisse. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que ça vous plaira. Quand tu as dit c'est rare, parce que d'habitude ils ont toujours les moyens, c'est bien sûr. On avait tous compris. On passe à la séquence tout de suite. Merci. Monsieur Ricola est marié, il est père de 2 beaux enfants. Il est pilote d'avion et il adore son travail. Mais un jour, alors qu'il était sur le tarmac, il ressentit de violentes douleurs gastriques et il se mit à vomir du sang. Son collègue, qui avait assisté à la scène, appela immédiatement les pompiers. Monsieur Ricola fut pris en charge dès son arrivée. Le diagnostic, choc hémorragique. Il a fait une hémorragie digestive haute suite à une rupture de varices œsophagiennes. Suite à un passage au bloc opératoire, il fut admis aux soins intensifs car instable sur le plan hémodynamique. Alors, Monsieur Ricola, 50 ans, nutrition parentérale en voie veineuse centrale, sédation par propofol, toujours instable sur le plan hémodynamique, donc poursuite de noradrénaline, insuline pour maintien de la glycémie, octréotide et oméprazole en continu sur 24 heures pour traiter l'hémorragie digestive haute, une petite antibiothérapie préventive et enfin le traitement pour la douleur. Elodie est une nouvelle infirmière aux soins intensifs. Voyons les médicaments prescrits pour ce patient. Nutrition, sédation, noradrénaline, insuline, octréotide, oméprazole, antibiotiques, paracétamol. Ouh, il y a beaucoup de médicaments injectables. Il faut que je prépare tous ces médicaments, puis que j'organise mes voies. Comment faire le montage de toutes ces perfusions et éviter surcharge des voies et incompatibilité? L'assistance pharmaceutique. Allô Tézi, c'est Elodie des soins intensifs. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Tézi est pharmacienne en assistance pharmaceutique. Elle répond par téléphone à toutes sortes de questions sur le bon usage du médicament. Elle fait également de la pharmacie clinique dans le service des soins intensifs. Elle vient les aider en cas de problématiques épineuses. Des ARM, une base de données contenant plus de 20 000 questions-réponses qui servent à alimenter une foule de documents disponibles sur le site internet de la pharmacie. À sa disposition également d'importantes ressources bibliographiques. Et enfin, ses autres collègues pharmaciens de l'assistance pharmaceutique. Comme tu peux voir, Elodie, le site internet de la pharmacie est accessible très facilement. Il suffit juste d'avoir une connexion internet. Tu peux y trouver une multitude de recommandations pour le bon usage des médicaments. Reconstitution, dilution des médicaments injectables? Tu trouveras les informations dans notre guide online. Attention, aux soins intensifs, il y a des dilutions standards. Administration par voie veineuse périphérique ou centrale? Tu as la réponse sur ce document. Et si tu as un doute sur la compatibilité entre 2 médicaments, tu peux consulter ce tableau. Revenons à notre patient. Monsieur Ricola est équipé d'une voie veineuse centrale triple lumière. Chaque lumière étant comme une voie indépendante.
Il a une voie veineuse périphérique sur l'avant-bras et une autre VVP sur la main. Au niveau des prescriptions de notre patient, j'identifie 3 choses importantes. Le type de nutrition prescrit par le médecin a une osmolarité élevée et doit être uniquement administré par voie veineuse centrale. La noradrénaline est un produit agressif pour la veine. On la passe préférentiellement par VVC. Et comme il s'agit d'une amine, toute variation de débit a un impact clinique. Il faut donc lui réserver une voie pour elle seule. L'ésoméprazole est un médicament qui a un pH basique. Il présente beaucoup d'incompatibilités. Il doit donc être perfusé seul. Je te propose le montage suivant pour les voies. Nutrition et octréotide sur une des lumières de la voie veineuse centrale, noradrénaline seule sur une autre lumière, propofol et insuline sont compatibles aux concentrations standards. On peut les mettre ensemble sur la 3e lumière. L'ésoméprazole à une concentration de 0,5 mg par ml peut passer sur la voie veineuse périphérique de la main. La 2e VVP peut accueillir les médicaments intermittents. L'état de santé de M. Ricola s'améliore. Il est désormais sorti des soins intensifs. Merci beaucoup. En plus, vous avez prévu la météo, donc c'est vraiment fantastique. Un grand merci en tout cas au-delà du film, avec toute la richesse de votre site, parce que c'est vrai que c'est pour nous, avoir cette richesse de documents en accès libre et de très bonne qualité, pour nous, pharmaciens, c'est vraiment une grande richesse. On va passer à la séquence suivante, Lisa Mantia. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'une émission qui s'appelle Web TV, par le service communication de mon établissement Santé Mentale. Les Web TV, ce sont des vidéos qui ont pour objectif de présenter une démarche originale dans l'établissement pour une destination professionnelle de santé, partenaire de santé extérieure et également grand public sur YouTube. Alors on a été sollicité et on a sollicité le service communication pour pouvoir travailler cette vidéo sur la thématique de la chambre des erreurs. C'est une démarche que l'on fait dans l'établissement depuis 3-4 ans, qui a démarré doucement et qui maintenant remporte un vif succès. Et on voulait présenter cette chambre des erreurs d'une façon un petit peu ludique auprès des équipes pour les inciter à venir nous rejoindre. Et dans le même temps, on a proposé d'expliciter un petit peu la démarche de retour d'expérience qu'on fait également dans notre établissement. Voilà. J'espère que ça vous présentera les choses d'une façon agréable. C'est une vidéo qui peut être utilisée pour d'autres établissements qui travaillent sur cette thématique-là. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la séquence. Faire une ordonnance, dispenser, préparer, administrer, autant de situations qui peuvent conduire à des erreurs médicamenteuses. Des professionnels de santé se réunissent pour partager leurs expériences. La chambre des erreurs, un outil ludique, a été créé à cet effet. Alors le CREX, ça veut dire comité de retour d'expérience, qui s'intéresse dans l'établissement aux erreurs médicamenteuses. Il s'agit d'une sous-commission de la CME qui a pour vocation de recenser et d'analyser les erreurs dans le parcours du médicament à partir de la prescription donc au niveau médical jusqu'à l'administration par les infirmiers en passant par la délivrance par la pharmacie. Le but final étant d'analyser la cause des erreurs et de pouvoir dégager des axes d'amélioration pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Le rôle du correspondant CREX, c'est de faire le lien entre le comité et le secteur et les unités d'une manière générale. C'est de sensibiliser les infirmiers au risque d'erreurs médicamenteuses, de faire le retour de ce qui se passe sur le terrain au comité, le retour de ce qui se passe au comité sur le terrain, de sensibiliser énormément pour permettre justement au comité de travailler sur ce qui peut se passer et pallier, éviter, travailler sur ce qu'on peut mettre en place pour réduire les risques. Finalement, dans un établissement de santé mentale, on se rend compte que la gestion du risque médicamenteux, effectivement, est très importante aussi, puisque nous, au niveau de la pharmacie, on a un rôle qu'on pourrait qualifier de rôle de support, qui nous amène à faire des activités très très diversifiées. On travaille aussi bien en amont que sur le terrain. En amont, on va travailler beaucoup sur le recueil, sur l'analyse des erreurs médicamenteuses,
sur les réunions du CREX, qu'on travaille en amont, qu'on prépare, qu'on organise. On va travailler aussi pour aider les soignants justement dans l'élaboration d'outils de prévention du risque médicamenteux. Je pense par exemple à l'élaboration de guides d'administration de médicaments. Et puis on est aussi beaucoup sur le terrain finalement parce qu'on participe à des actions de sensibilisation, de formation des soignants sur le risque médicamenteux. Je pense à la Chambre des erreurs qui est un bon exemple. La Chambre des erreurs, c'est un exercice en situation qui va s'adresser aux professionnels de santé au niveau de toutes les chaînes de la prise en charge médicamenteuse du patient, que ce soit au moment de la prescription, de la dispensation des traitements, de la préparation par l'infirmier des médicaments et de l'administration au patient. Donc il peut se glisser des erreurs à tout moment, des confusions de médicaments, un médicament dispensé à la place d'un autre, ou des dates de péremption sur les médicaments qui auront été délivrés, ou des médicaments personnels qui traînent dans la chambre et qui ne doivent pas y être. Et l'exercice, ça va être de les trouver. Donc c'est un peu, on va jouer au Sherlock Holmes pour pouvoir rechercher ces erreurs. Ouais, ça c'est le petit besoin ça Alors, vous avez un petit peu la prescription. C'est sur le Zapac. Par exemple, des erreurs sur l'identité du patient, il manque un N à son prénom, ou bien des erreurs de posologie, des confusions de médicaments, etc. C'est sensibilisant, enfin, ça permet de dire ah tiens, là je pourrais facilement faire ce genre d'erreur et de se projeter, de se dire ah bah la prochaine fois je ferai attention, peut-être que cette erreur-là j'ai déjà faite. L'exemple qui m'a le plus parlé, c'est l'identification du patient, qui était différente par rapport à la prescription du médecin généraliste de vie, notamment au niveau de l'orthographe et de la date de naissance. Et ce qui ne m'a pas sauté aux yeux au prime abord, parce que j'ai été surtout focalisée sur la prescription médicamenteuse et pas sur l'identification du patient. Bon, l'étiquette patient, elle est la même, elle est la même sur les deux. C'est dans ce contexte que les professionnels, forts de l'expérience du CREX aujourd'hui, savent que lorsqu'il y a une erreur, eh bien, ils n'hésitent pas à la déclarer immédiatement dans l'intérêt du patient, parce que là aussi, on sait pertinemment que plus tôt on va prévenir, donc déclarer l'erreur, et plus on va être performant et ne pas engager un risque vital pour le patient qui aurait fait l'objet, par exemple, d'une erreur d'administration de médicaments. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. À la prochaine fois. Merci beaucoup. On va passer la parole à l'équipe locale. Bonjour, Fanny Moreau, donc je suis pharmacien au CHU de Lille. On vous présente aujourd'hui une réalisation qui porte sur la conciliation de sortie. Alors il y a certains membres de l'équipe qui sont très impliqués dans le lien ville-hôpital et que quelques pharmaciens qui ont la chance de faire de la conciliation de sortie, et c'est un axe de travail de toute l'équipe. Du coup, une bonne entrée en matière, ça a été de réaliser ce film pour nous lancer sur l'uniformisation de ces conciliations de sortie. Merci, on va passer à la séquence. Juste, merci à l'Omédite Pays de Loire pour l'utilisation de cette belle image qui représente le lien ville-hôpital. Ça sera corrigé dans la version définitive. D'accord, ok. Il y a quand même beaucoup de modifications. Qu'est-ce que je fais? Ah, puis ça, c'est nouveau, ça. Je vais peut-être appeler l'hôpital si ça vous dérange pas pour qu'on fasse le point avec eux. Ah bah oui, je veux bien, s'il vous plaît.
papier. Regardez, docteur. C'est l'ordonnance. Hier, je suis allée à la pharmacie, mais alors il y a pas mal de changements. Alors, je compte sur vous, hein, docteur. Le pharmacien, il m'a dit que je verrai avec vous. J'en ai marre de ces sorties d'hospitalisation, on a trop peu d'informations. Il y a toujours des modifications de traitement et on est tous perdus. Ah, ça y est, Madame Dessort. Bon, allons voir le point de sortie. Oui. Bonjour, Quentin. Bonjour. Alors, ça y est, Madame Dessort. Oui, c'est ça. Alors, je viens de voir justement avant d'aller la voir. D'accord. J'ai imprimé son courrier de sortie. Alors, j'ai deux petites questions. Vous avez bien diminué le bisoprolol à 2,5, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il apparaît pas dans la courrier de sortie, il apparaît encore à 10 mg. Ah. C'est possible de changer? Oui, bien sûr. Et vous avez changé la Mlor parce qu'elle avait des aftes, hein, C'est c'est ça. bien ça en l'ERCAN. Alors, le problème, c'est que sur le courrier de sortie, j'ai la Mlor et le l'ERCAN. Ah, Est-ce d'accord. que c'est possible d'arrêter de Oui, la bien sûr. Super. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Ok, parfait. Et deuxième chose, alors Madame D est en ALD, tu m'as fait une ordonnance sécurisée du simple. Est-ce que c'est possible de me réimprimer en ordonnance ALD pour pas qu'il y ait des problèmes à l'officine? Bien sûr, je te fais ça tout de suite. Super, tu me les Voilà. imprimes? Oui. Ah, super. Je vais aller les chercher, puis là je vais aller faire son entretien. D'accord. Et puis je reviens de voir si jamais il y a des problèmes. Pas de soucis. merci. Bonne journée à toi. Merci. Oui. Bonjour Madame D. Bonjour, Vous madame. allez bien aujourd'hui? Bah écoutez, oui, ça peut aller, ça peut aller. J'espère que je vais bientôt sortir, hein. Alors justement, moi je suis pharmacien de l'hôpital. Oui. Et je viens vous voir pour vous expliquer vos médicaments avant que vous rentriez chez vous. D'accord. Alors comment ça se passe les médicaments à la maison? Vous les préparez? Vous allez les chercher à la pharmacie? Alors, je vais les chercher à ma pharmacie, au coin de ma rue. D'accord, toujours la même? Oui, c'est toujours la même. Ça fait 20 ans que j'y vais. Alors, je viens vous voir justement parce qu'on a modifié un petit peu votre traitement. Ah bon? Oui. À l'hôpital pour, voilà, adapter vos médicaments à ce que vous avez maintenant. Donc D'accord. ça va un petit peu changer vos habitudes. D'accord. D'accord? Alors, les aftes, c'était lié à l'Amlor. Vous savez, le médicament pour la tension. Oui, Voilà. tout à fait. Donc ici, on vous l'a arrêté pour le D'accord. problème d'aft. Et on vous a mis un autre médicament pour la tension qui s'appelle la lercanidipine. Est-ce que, bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Je ne vais pas tout retenir aujourd'hui. Voilà. Donc vous vous souvenez, du coup, on a transmis tout ça à votre pharmacie. D'accord. Elle est au courant. Tout ça est transmis aussi à votre médecin. Ah, c'est bien, Voilà. Donc si vous avez la moindre question, D'accord. soit le médecin, soit la pharmacie, ils pourront vous répondre sur vos médicaments. Très bien. D'accord? Vous avez d'autres questions? Bah écoutez, non. Voilà, madame. Merci beaucoup. Bah écoutez, je vais ranger tout ça dans mon petit sac. Bon. Hop. Ça va tout sur la feuille. Exactement. En tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et bien, de rien. Pour toutes vos explications. Bonjour madame. Bonjour madame D, vous allez bien? Bah écoutez, ça pourrait aller mieux, je sors de l'hôpital. Et oui, j'ai été mise au courant de votre hospitalisation. J'ai reçu le courrier de sortie ce matin par mail. Oh, ce courrier de sortie génial avec toutes les explications des changements. Super. Alors, il y a eu plusieurs changements sur votre traitement. Et du coup, comme j'ai reçu le courrier ce matin, j'ai déjà préparé les traitements et comme ça, on a plus de temps pour les reprendre un à un. Ah, c'est bien ça. Pendant le séjour, on a montré que vous aviez des tensions artérielles très basses. Oui. Donc votre traitement antihypertenseur a complètement changé. Alors apparemment vous aviez des problèmes d'aft avec l'amlodipine, c'est ça? Oui, avec l'Amlor, oui. Vous voyez quand votre médecin traitant? Normalement, il passe à la maison demain. D'accord, très bien. Bah, du coup, il refera le point aussi par rapport à votre nouveau traitement. D'accord. Vous pourrez lui reposer des questions. D'accord. Ben, merci beaucoup, docteur. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, docteur. Bonjour Madame D. Alors j'ai reçu par mail votre courrier de sortie, vous avez fait un petit passage à l'hôpital? Oui, effectivement, j'ai vu que vous avez arrêté l'Amlor et qu'il vous avait remplacé par la lercanidipine. En fait, hier, je suis passée par la pharmacie et mon pharmacien, il avait reçu mon courrier de sortie par mail aussi comme vous. Du coup, il m'a tout expliqué et j'ai tout bien compris. C'est génial, avec la conciliation sortie, il y a un véritable lien entre la ville et l'hôpital. Tous les professionnels de santé disposent de toutes les informations nécessaires pour une prise en charge optimale du patient.
Merci. Toute l'équipe de Lille, on a vu que leurs compétences pour organiser les congrès. Donc, on remercie vraiment toute l'équipe qui ont permis la bonne réussite de ce congrès, parce que vous n'avez rien vu, mais il y a toute une équipe importante derrière et de juniors. Je ne suis pas inquiet non plus sur leur avenir pharmaceutique. On va passer au suivant. Oui, ça mérite. On va passer à une vision un peu plus institutionnelle et régionale, qui est intéressante, avec l'Omédite Pays et Loire. Oui, bonjour. Élise Rochelle, donc pharmacien à l'Omédite Pays de la Loire. Donc effectivement, ça va être un petit peu différent des autres vidéos. Donc en région Pays de la Loire, on travaille depuis un petit peu plus de 2 ans au déploiement de la conciliation, donc à l'accompagnement des établissements pour les aider à monter ce projet dans leurs établissements. Et c'est vrai qu'il nous paraissait important, parmi les différentes missions qu'on s'était fixées, de prévoir ce temps de retour d'expérience. Donc la vidéo qu'on vous présente, c'est en réalité la vidéo de l'expérience de 4 établissements de la région, avec des profils assez diversifiés. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Séquence 9. Le déploiement de la conciliation médicamenteuse en région Pays de la Loire s'effectue avec l'aide du Centre de ressources régionales créé en 2016 au sein de l'Omédite Pays de la Loire. L'une de ses missions est l'organisation de retours d'expérience. Le témoignage de professionnels de santé qui réalisent cette activité vous est ainsi présenté. L'idée de la conciliation, c'était de pouvoir répondre surtout à une problématique de connaissance du traitement à l'arrivée du patient. Le problème de la prescription du traitement habituel, c'est un problème fréquent dans les services, en particulier de chirurgie. Et donc nous, ça a été mis en lumière par la visite de certification de l'HAS qui a eu lieu l'année dernière et qui a mis en évidence des erreurs. Nous avons testé cette activité dans différents services de médecine, aux urgences, en gériatrie et en médecine post-urgence, où nous ciblions plus particulièrement les patients à risque, âgés et polymédiqués, avant de proposer cette activité en chirurgie, parce qu'il s'agit d'un processus à risque accueillant des patients à risque. Et donc nous, on a souhaité pouvoir intégrer au service l'équipe de pharmacie, qui avait déjà l'expérience de la conciliation médicamenteuse dans d'autres services pour pouvoir tirer intérêt de leur expérience. En fait, on est en binôme avec un pharmacien et moi, mes activités principales sont les recherches d'informations. C'est un travail d'équipe entre la pharmacie, en collaboration avec le service de chirurgie, d'anesthésie, et puis avec un soutien aussi institutionnel. Au préalable à l'entretien médico-pharmaceutique, il y a une étape de validation de la conciliation par le pharmacien. Et puis ensuite, nous avons rendez-vous avec le médecin somaticien du service. C'est un échange verbal et celui-ci nous apporte les réponses à l'intentionnalité des divergences que l'on a pu identifier. On comprend pourquoi certains traitements ont été arrêtés. Nous, ça nous fournit un soutien à la fois logistique et humain pour un aspect de la prise en charge de ces patients. C'est pédagogique, c'est valorisant pour les pharmaciens et les externes en pharmacie parce que c'est une nouvelle activité de pharmacie clinique pour nous. Et ça crée du lien avec l'équipe médicale parce que nous avons des échanges qui sont très constructifs. Donc anesthésistes et pharmaciens, nous sommes présents tous les jours dans le service. Donc on se rencontre quotidiennement en se tenant au courant de la mise à jour des traitements, des modifications s'il y en a eu. Ça nous a alertés sur des interactions médicamenteuses dont nous n'avions pas forcément conscience. Ça nous a apporté beaucoup de sécurité parce qu'il y a des patients auxquels, principalement les patients entrant en urgence, où on n'aurait pas forcément pu récupérer leur traitement. C'est une activité qui est transversale et c'est un enrichissement mutuel en fait, entre le pharmacien et puis les médecins. Mais on pense aussi que ça apporte surtout énormément aux patients. Avoir des sources supplémentaires permettrait d'avoir une meilleure exhaustivité du traitement recueilli. La connexion au dossier pharmaceutique pourrait nous permettre peut-être d'avoir une source déjà supplémentaire. Faire évoluer l'outil de saisie
Pour gagner du temps et pour améliorer l'activité, on aimerait pouvoir intégrer le BMO réalisé par la préparatrice dans notre DPI pour que ce soit accessible à tous les soignants. Les perspectives de cette activité de conciliation seraient qu'on la réalise à la sortie également, parce qu'actuellement on ne l'a fait qu'à l'entrée, pour terminer que tous les préparateurs soient formés à la conciliation. Autrement, c'est vrai qu'actuellement, en fait, on travaille beaucoup sur la lettre de liaison qui doit accompagner le patient à sa sortie. Et cette conciliation, en fait, pourrait être intégrée dans cette lettre de liaison et ainsi aussi effectuer une conciliation de sortie pour le patient. Je pense qu'il y a une place aussi dans l'éducation thérapeutique des patients à leur sortie, sur les interactions potentielles que peuvent avoir leurs traitements. Je pense qu'il serait souhaitable à terme qu'il y ait aussi un lien avec la médecine de ville afin de permettre aux médecins généralistes d'être interpellés sur des interactions potentielles ou des améliorations des traitements des patients à l'extérieur pour essayer de minimiser le nombre de traitements pris par les patients. Merci beaucoup pour cette vision territoire qui nous intéresse aussi avec la partie GHT, mutualisation, harmonisation. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir ce retour. On va passer tout de suite la parole au Sables d'Olonne. Bonjour à tous. Ça marche ? Oui. Alors tout d'abord, je suis un peu désolé sur la qualité graphique de la vidéo. C'était parce que mon équipe de tournage était à Los Angeles sur un long métrage. Donc j'ai dû prendre mon téléphone portable qui était dans ma poche. Ensuite, pourquoi la vidéo va gagner ? Car je sais que je m'adresse à un public qui ne maîtrisait pas trop la pharmacie clinique. Et après cette vidéo, vous serez les dieux. Donc place au test avec la séquence 10. Ça pourrait être quoi le prochain thème de l'émission ? GIGN ? Non, déjà fait. Commando ? Non, bah non, déjà fait aussi. Bah, Pam, t'es malade ? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital ? Bonjour Charlie, je suis avec l'équipe soignante du service de pneumologie à l'hôpital des Sables d'Olonne. On est en train de faire de la pharmacie clinique. Rejoins-moi, on a besoin d'un autre pharmacien clinicien. Ok, j'arrive. Direction les Sables d'Olonne. Allez Marcel, en route. La pharmacie clinique est une discipline de santé centrée sur le patient dont l'exercice a pour objectif d'optimiser la prise en charge thérapeutique à chaque étape du parcours de soins. Pour cela, les actes de pharmacie clinique contribuent à la sécurisation, la pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé. Le pharmacien exerce en collaboration avec les autres professionnels impliqués, le patient et ses aidants. Maintenant, nous allons voir de plus près les différentes étapes au cours desquelles le pharmacien clinicien intervient pendant le séjour du patient à l'hôpital. Madame X est hospitalisée suite à une insuffisance respiratoire dans le service de pneumologie. Elle est prise en charge rapidement par l'équipe soignante et une première prescription médicale est rédigée. Le pharmacien, présent dans le service, prend connaissance de cette entrée et réalise le BMO de la patiente. Le BMO, qu'est-ce que c'est ? Le bilan médicamenteux optimisé. C'est la juste liste des médicaments pris par le patient pour ses pathologies
chronique. La recherche des informations concernant le traitement doit s'appuyer sur au minimum 3 sources, comme le dossier patient informatisé, les ordonnances du patient, le pharmacien d'officine, sans oublier l'entretien pharmaceutique au cours duquel le pharmacien établit un lien de confiance avec son patient afin d'identifier les médicaments pris en automédication ou encore les difficultés rencontrées vis-à-vis de son traitement. D'accord Charlie, c'est super ce BMO. Mais on en fait quoi après? Une fois le BMO réalisé, le pharmacien l'analyse. En regardant la cohérence des médicaments avec les pathologies du patient, il va s'intéresser bien évidemment aux posologies de chaque médicament, regarder les interactions médicamenteuses et ensuite, bien évidemment, regarder s'il y a des contre-indications dans ce traitement thérapeutique. L'analyse pharmaceutique du BMO terminée, le pharmacien va pouvoir comparer ce BMO à la première prescription hospitalière. Il va ainsi aller rechercher des divergences, puis ces divergences seront discutées avec le médecin lors d'un entretien collaboratif. Ces divergences seront soit intentionnelles, qui seront donc en rapport avec la prise en charge thérapeutique du patient à l'hôpital, ou alors non intentionnelles. On parlera alors d'erreurs médicamenteuses. C'est ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse. Cette étape est essentielle pour arrêter des erreurs médicamenteuses, source d'événements indésirables potentiellement graves pour le patient. Depuis la mise en place de la conciliation au sein du service de pneumologie, on observe qu'il y a beaucoup moins d'erreurs dans la prise en charge globale du patient, plus de sécurité et une thérapeutique adaptée au plus juste pour chaque patient. L'ordonnance analysée, optimisée et validée par le couple médecin-pharmacien va pouvoir maintenant être préparée et délivrée par la pharmacie de l'hôpital. Exactement Charlie. Je suis au sein de la PUI et nous allons retrouver Suzanne qui est préparatrice en pharmacie hospitalière. Bonjour Suzanne. Bonjour Pam. Alors expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire. Alors là je suis en train de préparer la GIN pour le service de pneumologie. La GIN, mais qu'est-ce que c'est? Donc la GIN, c'est tonique. C'est la dispensation journalière, individuelle et nominative des traitements qui permet de sécuriser le circuit du médicament jusqu'au moment de l'administration au patient. Les piluliers préparés sont délivrés automatiquement dans les services où les infirmières s'occupent de l'administration aux patients. Pour finir, le pharmacien rédige un courrier de sortie avec les différentes modifications apportées au traitement durant l'hospitalisation. Ce courrier est transmis par messagerie sécurisée aux médecins et pharmaciens du patient le jour de la sortie d'hospitalisation. En résumé, la pharmacie clinique permet de sécuriser le parcours de soins du patient, dans un premier temps grâce à une prise en charge thérapeutique optimisée à travers l'analyse pharmaceutique, la conciliation médicamenteuse, la dispensation journalière individuelle nominative et, dans un deuxième temps, de garantir une meilleure coordination entre la ville et l'hôpital. Bon Pam, tu me rejoins au pic? Je suis prête. Oh, qui c'est qui a coupé là? Paris réussi, je pense. Dernier établissement, donc Strasbourg, et toutes mes excuses pour la faute de frappe. Bonjour, alors moi je suis interne en pharmacie donc aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc on a saisi l'occasion de ce concours vidéo pour faire une vidéo de présentation de la pharmacie clinique de manière pédagogique pour pouvoir la diffuser au sein de notre établissement. Et un des messages que nous voulions faire passer, c'était que la pharmacie clinique
limite pas aux médicaments, mais aussi aux dispositifs médicaux. Voilà, bon visionnage. Alors il y a une petite coquille, ce ne sera pas la version définitive que vous verrez sur YouTube, mais c'est vraiment tout petit. Donc toutes mes excuses Bénédicte, je n'ai pas eu le temps de télécharger la dernière version. On passe tout de suite à la séquence 11. Camille, regarde ce qu'on vient de recevoir sur Twitter. Hashtag pharmacie clinique, hashtag pharmacien dans les services de soins. Un pharmacien à l'hôpital? Non, tu rigoles? Bah écoute, non, c'est noté. Tu vas à quoi il sert? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut leur poser la question. Allons à l'hôpital. Allons-y. C'est parti Marcel, direction l'hôpital. Universitaire de Strasbourg. Nous sommes dans un service de soins de l'hôpital. Nous allons tenter de trouver un pharmacien. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous sauriez où je peux trouver le pharmacien? Bien évidemment. Un peu plus loin, en salle de soins. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes dans une salle de soins d'un service de l'hôpital. Le pharmacien et le médecin sont derrière moi en train de discuter des traitements d'un patient qui vient d'être admis. Nous allons discuter avec le pharmacien. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pharmacien à l'hôpital, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites? Et bien là, je suis en train d'analyser les prescriptions du service et je vais revoir avec le médecin pour essayer d'optimiser le traitement d'une patiente qui vient d'arriver à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle les interventions pharmaceutiques. D'accord. Donc votre rôle est un petit peu de sécuriser la prise en charge médicamenteuse tout au long de l'hospitalisation du patient. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu vois, Jamie, heureusement que le pharmacien est là. Fred, tu devrais suivre le pharmacien pour mieux comprendre ses activités. Justement, Jamie, un patient vient d'arriver dans le service. Simone, qui vient d'arriver dans le service, est diabétique. Elle a donc un traitement chronique à la maison. Le pharmacien réalise le recueil exhaustif de l'ensemble de ces traitements en croisant plusieurs sources. Lorsque le patient ne sait pas répondre, le pharmacien peut également interroger l'entourage du patient ou l'infirmière qui gère les traitements à domicile. Le pharmacien va également demander une copie de ses ordonnances en cours en contactant la pharmacie d'officine. Il peut appeler également le médecin traitant. Toutes ces étapes sont nécessaires afin que le bilan médicamenteux optimisé soit le plus fiable possible. Le médecin du service va s'appuyer sur ce bilan afin de reprendre le traitement habituel du patient. C'est top, non? Oui, Fred. Le pharmacien intervient tout au long du suivi du patient à l'hôpital, en analysant régulièrement ses prescriptions. Il peut aussi réaliser des interventions pharmaceutiques lorsqu'il est en désaccord avec la prescription ou pour optimiser ses traitements. Mais alors, Jamie, la pharmacie clinique, ça ne concerne que les médicaments? Non, justement, Fred. Je te propose de suivre le pharmacien. T'as vu, Jamie? Le pharmacien donne également des conseils sur les pansements de Simone. Ah, c'est top comme collaboration. Bonne nouvelle, Jamie. Le médecin a décidé que Simone pouvait rentrer chez elle. Mais avant son départ, il souhaite que le pharmacien lui explique son nouveau traitement par insuline. Suis-moi, on va voir. Hé, Jamie, regarde. Le pharmacien est en train d'expliquer à Simone comment s'administrer son insuline. Il a également préparé la sortie de Simone avec une ordonnance type de ses pansements et un résumé de son traitement, incluant les changements de médicaments. Alors, Jamie, on était pendant loin de penser que le pharmacien faisait tout ça, hein? T'as raison, Fred. Pour résumer, le déploiement de la pharmacie clinique concerne les produits de santé dans leur globalité. On y retrouve les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux. Le pharmacien joue donc un rôle clé pour sécuriser la prise en charge du patient tout au long de son parcours à l'hôpital. Merci, Fred, pour cette enquête. Bon, rentrez. En avant, Marcel. Merci beaucoup.
Donc, je crois qu'on a bien compris que la pharmacie clinique, c'est pas pour Harry Potter, hein, et on peut vraiment tous le faire, nous, dans nos différents établissements. Donc, différents points. On est dans la partie concours. Donc, je vous rappelle les consignes de vote pour la partie prix du public sur votre application, hein, donc l'application du congrès, page d'accueil, tout en bas, vous avez un bouton rouge sur la partie vidéo et vous mettez votre vote, hein, en sélectionnant, vous mettez en favori et nous on récupère les stats. On va clore les votes à 15h, le temps ensuite pour transmettre les résultats donc, au jury et ensuite pour la remise des prix. L'autre objectif, au-delà de ce concours, vous l'avez compris, c'est que ce soit des films diffusés et utilisés. Hein, je pense qu'on est tous d'accord, tous ceux qui l'ont réalisé et qui acceptent de le mettre donc, en ligne, c'est que ça soit utilisé par nous-mêmes, nos équipes. N'hésitez pas non plus à diffuser au-delà des personnes présentes aujourd'hui ou qui n'ont pas pu venir au congrès. Si vous-même, vous avez d'autres films ou si vous allez en produire en termes de films pédagogiques, n'hésitez pas. Donc ensuite à nous les transmettre et on les mettra également en ligne. L'objectif, c'est que ça soit vraiment une chaîne vidéo pour les professionnels et par les professionnels. Juste un petit mot pour remercier derrière les rideaux donc la partie régie vidéo qui nous a aidés tout le long de ces 3 jours. On peut jongler entre Skype, Canada, les différentes vidéos. Donc ils ont fait un super boulot. Et donc, on peut les remercier. Un grand merci à tous les candidats, vraiment d'avoir joué le jeu. Je pense que pour 2020 à Marseille, donc, on changera encore les règles pour que ce soit un peu plus rigolo, mais on maintiendra donc, ce concours vidéo. Et très bonne fin de congrès, très bon retour, j'espère, sans trop de retard lié à la météo, mais c'est le seul truc qu'on n'a pas pu maîtriser ici. Merci.